Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, on va analyser ensemble un CV. Alors l'objectif, c'est avant tout de repérer les erreurs flagrantes et de noter quelques points d'amélioration pour ce CV-là, comme ça vous allez pouvoir l'adapter, vous, à votre propre CV. L'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu global de ce qu'on attend de vous dans un CV et lister les erreurs à ne surtout pas commettre, puisqu'on va voir qu'il y a des erreurs grossières que je retrouve malheureusement dans énormément de CV. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Alors ici, on a le CV de Camille, donc CV que j'ai un petit peu modifié pour pas qu'il y ait d'éléments personnels pour qu'on puisse la reconnaître. L'objectif, c'est vraiment de garder quelque chose de cohérent, surtout de garder l'essentiel pour un petit peu que vous voyez ce que vous, notamment, vous pouvez produire en termes de CV pour votre recherche d'emploi, ce qui vous permettra d'avoir un regard plus large sur la bonne façon d'écrire son CV. Ici, on a Camille qui recherche dans le secteur commercial, donc c'est très très vaste. Chaque fois, elle vise le poste de commercial dans les entreprises dans lesquelles elle postule. Première chose qu'on va noter, c'est le titre. Alors un titre recherche d'emploi, c'est à prohiber impérativement. On ne sait même pas pourquoi le candidat va postuler. Pour quel poste c'est au sein de l'entreprise, on ne sait même pas, c'est pas du tout ciblé. Donc déjà le recruteur il va pas vouloir forcément perdre du temps à lire le CV puisqu'il ne sait même pas pourquoi le candidat postule. Donc comprenez-le, il voit recherche d'emploi, lui il a peut-être plusieurs postes à pourvoir dans différents secteurs, il ne va pas s'attarder à lire le cursus de la personne pour savoir vers ce quoi elle veut postuler. Deuxième élément, un titre du style en recherche d'emploi, ça fait paraître aux yeux du recruteur le candidat comme quelqu'un qui est un petit peu désespéré, qui va absolument trouver un emploi, qui est beaucoup trop dans la demande. Donc là, ça rebute énormément les recruteurs, donc ça c'est un titre à prohiber. Ici, c'est un poste de commercial. En titre, elle aurait pu très bien mettre assistante commerciale ou alors commercial bilingue en anglais. Voilà, en fonction du poste visé, s'il a une visée internationale, s'il a une visée plutôt nationale. Aussi connaître le secteur d'activité de l'entreprise. Si le secteur d'activité de l'entreprise c'est le médical, en titre elle pourrait très bien mettre pour cette offre-là et pour ce poste-là, commercial, secteur du médical. Comme ça au moins le recruteur il tombe sur son CV, lui forcément il a un poste à pourvoir de commercial dans le secteur du médical, donc c'est le CV qui tombe à point, ne serait-ce que par le titre. Donc c'est très important de faire correspondre le titre avec le poste visé. Alors ici, en dessous, on a donc l'adresse postale, on a le numéro de téléphone et l'email. Alors au niveau de l'email, à éviter absolument, avoir une adresse mail qui ne soit pas professionnelle. Une adresse mail, c'est prénom.nom ou prénom-nom, arrobase ensuite gmail.com, etc. Mais ne pas avoir d'adresse mail de ce type-là. Ici, Camille 35 000, voilà, sûrement le département. Ça, il ne faut absolument pas le mettre, ça ne fait pas du tout professionnel. Moi, par exemple, mon adresse mail, c'est robin-axel@live.fr. On a le nom, le prénom, c'est une adresse professionnelle. Ici, c'est une adresse de type qu'on a au collège quand on crée des adresses mail, mais c'est pas du tout professionnel. Donc, deuxième élément. Donc, on voit que déjà, juste sur le cadre du haut, on a déjà deux éléments à corriger. Ensuite, on va s'attarder sur les formations. Donc ici, voilà, on a les formations. On est bien de la plus récente à la plus ancienne, donc la plus récente en haut. Donc ça, c'est parfait. Ici, donc on voit qu'on a commencé par un bac ES, ensuite un BTS MUC, et ensuite elle a terminé par une licence économie et gestion. Ici, un élément qu'on aurait pu corriger, ce serait de préciser un petit peu les périodes. On a simplement finalement la date a priori d'obtention. On voit qu'en 2006, sûrement, elle a obtenu le bac ES. Ensuite, en 2008, c'est-à-dire 2 ans plus tard, elle a obtenu son BTS. Et un an plus tard, elle a obtenu sa licence. Ici, c'est bon de mettre au moins les années. Par exemple, ici, de mettre 2003-2006, ici 2006-2008 et 2008-2009. Comme ça permet de mieux situer les périodes de formation. Et aussi, pourquoi pas, de détailler un tout petit peu plus. Après, au niveau des formations, ce n'est pas vraiment nécessaire de détailler énormément, sauf dans le cas où il y a énormément d'expériences professionnelles. À ce moment-là, moi, je vous conseille de glisser vos expériences professionnelles relatives à vos formations au sein même des formations. C'est-à-dire ici, mettre les stages effectués durant le BTS MUC et les stages effectués durant la licence économie-gestion. Comme ça permet vraiment de scinder la partie formation et la partie expérience professionnelle juste en dessous. Après, dans le cas où vous avez peu d'expérience professionnelle, il est plutôt judicieux de mettre notamment les stages effectués durant le cursus scolaire dans les expériences professionnelles qui va gonfler un petit peu vos expériences professionnelles. Et bien évidemment, dans le cas où vous avez effectué des alternances, moi je recommande de le mettre dans expérience professionnelle puisqu'une alternance c'est au moins 1 an, donc c'est beaucoup plus probant de le mettre dans expérience professionnelle, notamment qui dit alternance dit
jeune demandeur d'emploi et donc forcément une alternance va peser dans le peu d'expérience que le candidat va avoir. Donc il faudra le mettre dans l'expérience professionnelle en ce qui concerne l'alternance. Ici, elle a évité de mettre collège, tout ce qui est avant. Donc ça, c'est bien. Moi, je recommande de commencer à la limite au bac pour savoir quelle filière a été effectuée et ensuite de directement partir sur les études supérieures. Par contre, l'attaque par les formations, moi, je préconise d'attaquer plutôt par les expériences professionnelles et glisser en dessous les formations. C'est vraiment les expériences professionnelles qui vont être le plus probantes, donc il faut faire intervenir les expériences professionnelles en premier et ensuite dessous, donc les formations. Donc ici, il aurait fallu intervertir les deux blocs. Au niveau des expériences professionnelles, on voit qu'elle commence par contre, là elle fait l'erreur, donc elle commence par le plus vieux, c'est-à-dire elle était 2005, ensuite 2007, 2007-2008, jusqu'au plus récent. Alors les expériences professionnelles, c'est comme les formations, il faut partir sur un CV anti-chronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus vieux. Ce qui doit apparaître tout en haut, ça va être le plus récent, comme on le voit juste ici. Honnêtement, là, le recruteur, il s'en fout un petit peu de ce que vous avez fait été 2005. On est en 2019. Lui, il va surtout focaliser son attention sur les dernières expériences professionnelles du candidat. Faites un CV anti-chronologique avec vos expériences les plus récentes jusqu'à vos expériences les plus vieilles en dessous. Donc ici, il faudrait simplement inverser l'ordre des expériences. Alors, on va commencer par la plus vieille, donc travail saisonnier, cueillette de fruits. Donc ça, honnêtement, ça c'est bien lorsque vous allez vraiment entrer dans la vie active, vous n'avez aucune expérience professionnelle, vous n'avez pas fait d'alternance. Ça montre que voilà, vous avez déjà travaillé, vous avez le sens du travail, vous savez respecter des horaires, vous connaissez un petit peu les conditions de travail, le respect de l'autorité, etc. Mais ici, on voit qu'il y a plusieurs autres expériences professionnelles un petit peu plus probantes, donc je pense que c'est pas nécessaire de mettre celle-là et plutôt justement de garder de la place pour développer un petit peu plus les autres qui vont parler bien plus aux recruteurs. Finalement, ça, est-ce que ça va parler aux recruteurs? Une expérience de 2005 qui a été réalisée, qui est totalement hors du champ de ce que souhaite effectuer la personne, c'est-à-dire commercial, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel et enlever tout le reste. Donc ça, moi, je l'enlèverai. Ensuite, ici, mise en rayon, bon, à la limite, celle-ci, on pourrait quand même la laisser, elle est un petit peu plus récente. Ça reste une expérience malgré tout, mais en tout cas, la première, c'est sûr que je l'aurais enlevée. La deuxième, comme il n'y a pas assez d'expérience professionnelle jusqu'à maintenant, on pourrait la garder à la limite. Et encore que si on développe, on voit qu'elle a fait par exemple 9 ans de CDI en tant que commercial dans le cosmétique. Donc honnêtement, même s'il n'y a pas ça avant, même si on supprime les deux premières, ce qui va finalement intéresser plutôt le recruteur, ça va être cette expérience-là de 9 ans en CDI, puisque là, ça va être du cosmétique et c'est commercial. Donc le recruteur, il va focaliser son attention quasiment uniquement sur cette expérience-là. Donc presque, on pourrait enlever les deux premières. Et ici, le stage réalisé en BTS MUC, moi je l'aurais plutôt glissé justement ici, dans la partie formation. Et donc on va se retrouver uniquement avec celle-ci. Oui, certes, ça fait qu'une expérience, mais finalement elle pèse 9 ans. Et ça, c'est très bien d'ailleurs d'avoir précisé la période. Donc moi, c'est ce que je recommande de faire. Donc préciser date de début avec mois, année, et mois, année aussi pour la fin, sauf pour les très très vieilles expériences. Voilà, si vous avez 20 ans d'expérience, on s'en fout un petit peu du mois de début et du mois de fin, sauf s'il s'agit de la dernière expérience. Ici, elle a précisé le mois de fin, puisqu'on est début 2019. Comme ça, au moins, le recruteur, il voit qu'elle n'a pas travaillé depuis début 2018, mais jusqu'à fin 2018. Ça fait finalement que quelques mois, voilà, 2-3 mois, que la personne est en recherche d'emploi. Donc voilà, là, ça peut être intéressant de mettre le mois. Notamment s'il est avantageux, par exemple si ça avait été début 2018, peut-être qu'il n'aurait pas fallu mettre le mois juste 2018, comme ça au moins le recruteur il ne sait pas si c'est fin 2018, début 2018, et ça vous laisse la chance de décrocher l'entretien, et ensuite pendant l'entretien vous allez plus avoir d'arguments et de temps pour expliquer votre situation et vous démarquer à l'oral plutôt que sur un simple CV. Comme ça vous pourrez plutôt expliquer votre situation dans le détail sur votre recherche d'emploi. Donc ici, on pourrait donc enlever les deux premières, le stage de BTS MUC, le glisser ici dans les formations, voilà, glisser stage où il a été réalisé, en fait glisser ce paragraphe juste ici, et donc développer un maximum cette expérience professionnelle ici. Donc là c'est très bien, on voit prospection, recherche de nouveaux clients, communication sur les produits vendus aux clients ciblés, vente, approche des clients, présentation des produits, conclusion de la vente, fidélisation des clients, offre et promotion, suivi des clients. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt sympa, mais qui manque un petit peu de concret, c'est-à-dire peut-être montrer un peu plus des chiffres, puisque là finalement ça fait un petit peu court, prospection, communication, voilà, ça fait un peu listing de cours théorique, alors qu'on aurait pu très bien amener un peu plus de concret. Pour la recherche de nouveaux clients, j'étais sur le terrain, ou alors j'ai effectué des tests sur Internet avec des sondages, mise en place d'un sondage, etc. Communication sur les produits, pareil, peut-être développement des réseaux sociaux, développement de tel réseau social, avec tel vecteur pour capter l'attention de nouveaux clients. Voilà, ça nous a permis de ramener tant de personnes sur ce réseau social-là. Parmi les personnes présentes sur ce réseau social-là, on a peut-être glissé des avantages promotion.
Et on a vu que ces personnes-là, elles sont venues aller ensuite acheter dans le magasin. Pareil pour la vente, voilà, essayer de voir des taux de vente. Voilà, j'ai mis en place une méthode, ça a permis d'augmenter les ventes de tant de pourcents. Fidélisation des clients, pareil, j'en ai mis en place telle offre, telle promotion. Voilà, ici on n'a qu'une expérience professionnelle, donc il faut vraiment aller la détailler au maximum avec des éléments concrets, puisque ça va faire tout un bloc. Donc le but c'est vraiment d'être à la fois clair, simple, tout en apportant du concret. Pas de superflu, pas de cours théoriques, le but c'est d'apporter du concret. À ces expériences professionnelles-là, de toute façon, moi je conseille de rajouter un petit paragraphe ici, en marge, comme elle l'a fait, et c'est très bien. Rajouter un petit paragraphe qui s'appelle réalisation professionnelle, où là on va pouvoir aller en détail sur une réalisation marquante de votre parcours. Donc vraiment quelque chose de concret, comme je disais, parler d'une réalisation professionnelle que vous avez menée de bout à bout et qui a obtenu des résultats. Parlez que d'une expérience pro, donc vous n'allez pas reparler ici ou alors en une seule ligne, et ici vous allez la développer un maximum. Et le but, c'est que cette réalisation professionnelle soit la plus marquante de votre parcours et qu'elle vienne un petit peu embellir votre CV et qu'elle rende un maximum palpable votre CV et vos compétences. Et bien évidemment, pour la partie réalisation pro, un petit peu comme les expériences professionnelles, n'oubliez pas que vos expériences s'enchaînent de la plus récente à la plus ancienne et c'est votre dernière expérience professionnelle qui est alors mise en valeur. Rien de mieux pour renforcer la cohérence d'un parcours professionnel si le poste visé est bien dans la continuité du dernier poste occupé. Ici, le dernier poste, c'est un poste de commercial réalisé sur 9 ans. Elle vise un poste de commercial, c'est parfait pour le recruteur. Le dernier poste, c'est le poste vers lequel elle souhaite aller de nouveau. Donc ça, le recruteur, il se dit, ok, elle a 9 ans d'expérience et ces 9 ans-là, c'est ses dernières expériences qui viennent là de terminer il y a quelques mois. Et là, elle veut de nouveau postuler vers un poste du même type. Donc c'est parfait pour le recruteur, c'est exactement le type de candidat qu'il souhaite recruter au sein de son entreprise. Et notamment d'ailleurs, une période de 9 ans au sein de la même entreprise, ça rassure le recruteur qui se dit, c'est un élément stable, qui a acquis de l'expérience et qui en plus de la stabilité, puisqu'il a resté 9 ans dans la dernière entreprise, donc il va pouvoir apporter aussi au sein de ma propre entreprise. On passe maintenant aux éléments mis en marge juste ici. Alors on a les qualités humaines, sens de la responsabilité, aisance orale, travail en équipe, dynamisme et adaptabilité. Alors, au niveau des qualités humaines, moi, je recommande de les mettre dans la lettre de motivation. Pour moi, elles n'ont pas leur place dans le CV. Et de plus, qu'il s'agit en plus ici de termes bien trop génériques. Donc pour moi, les qualités humaines sont à prohiber sur le CV. Le CV, ça retrace vos formations, votre parcours professionnel et quasiment rien d'autre. Je veux dire, les qualités humaines ici, ça n'apportera aucune plus-value à votre CV. Ça va juste en fait faire un élément en plus qui n'apporte rien, si ce n'est prendre de la place. Alors qu'ici, on aurait pu mettre un paragraphe sur les réalisations professionnelles qui seront bien plus probantes pour le recruteur. Ça, moi, je l'enlèverai. Activité associative, participer à la tenue de la trésorerie, aider à l'organisation des manifestations culturelles. Alors ici, c'est un petit peu spécial, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans les CV. Je pense que ça peut être un plus, notamment au niveau de l'aspect humain. Après, comme dit précédemment, je pense que c'est un élément qu'il vaut mieux mettre dans sa lettre de motivation et non dans le CV. Et encore que voilà, si vous avez la place, après les réalisations professionnelles, pourquoi ne pas laisser ce petit bloc-là? Ça permet au recruteur de voir que voilà, vous avez des qualités humaines et là des qualités humaines qui vont être suggérées au recruteur. Une activité associative, ça va suggérer le fait que vous aimez donner de votre temps, que vous êtes impliqué dans ce que vous faites, donc ça peut être un plus. Après, à voir si vous avez de la place ou non, et si vous avez beaucoup de choses à mettre ou non dans votre CV. Si vous avez énormément de choses, vous allez l'enlever pour laisser place aux réalisations professionnelles. Et si vous n'avez pas énormément de choses en termes de réalisation professionnelle et en dessous, vous pouvez le laisser dans le CV. Mais sinon, mieux vaut le glisser dans un petit paragraphe de votre lettre de motivation. Alors d'ailleurs, ici, je précise, donc là, pareil, donc si vous avez plusieurs expériences, imaginons que là, Camille, au lieu d'avoir une seule grosse expérience dans le commercial, elle avait par exemple 3 grosses expériences de plus de 2 ans dans le commercial, déjà tout ça, j'aurais enlevé, donc le stage, j'aurais enlevé. Et qu'avant ces 3 grosses expériences en tant que commercial, elle avait réalisé une expérience même longue, peut-être de 5-6 ans, dans un domaine qui n'avait strictement rien à voir, qui n'était pas du tout lié de près ou de loin avec un poste de commercial, moi, je ne l'aurais même pas fait apparaître, ou alors j'aurais mis une toute petite ligne. Il faut bien comprendre qu'il y a certaines expériences professionnelles qui vont être peu judicieuses de souligner. L'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur les expériences professionnelles probantes, les plus récentes et qui sont en lien avec le poste. Donc des expériences qui n'ont aucun lien avec le poste et qui sont longues, vous pouvez les répertorier, mais n'allez pas commencer à faire des pavés pour des expériences qui vont n'avoir aucun impact pour le recruteur, pour le poste visé. Gardez vraiment de la place pour les expériences qui sont vraiment percutantes, qui vont être vraiment en lien avec le poste à pourvoir.
On continue sur les langues. Alors ici, espagnol niveau scolaire, voilà, anglais niveau scolaire, donc ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu à chaque fois. Donc ici, pour se démarquer, pourquoi ne pas suggérer, bah voilà, anglais. Peut-être vous allez mettre, comme tout à l'heure, si c'est un poste de commercial à l'international, donc vous allez mettre de toute façon commercial bilingue en anglais, moi c'est ce que je recommande. Et sinon, si la maîtrise des langues est secondaire, moi je précise par exemple anglais, eh ben, écrit et oral, et niveau oral, courant, voilà, pour un petit peu plus détaillé sur vos capacités en langue, hein, parce que finalement tout le monde met anglais, et le jour où il faut décrocher le téléphone et recevoir des appels en anglais, là c'est une toute autre histoire. Donc vraiment, assurez-vous de votre maîtrise de la langue, et si vous maîtrisez bien votre langue, eh ben, n'hésitez pas à le mettre, hein. Niveau courant en écrit et parler, pourquoi ne pas glisser un élément du type « Dans mon expérience au sein de l'entreprise Z, je faisais de la relation clientèle en anglais ». Voilà, si vous avez des éléments comme ça qui vont asseoir votre maîtrise en langue, n'hésitez pas à le mettre dans le petit paragraphe langue. Le but, c'est d'avoir juste une petite ligne pour savoir dans quelle entreprise vous avez mis en œuvre votre maîtrise de langue et aussi quel est votre niveau de maîtrise. Est-ce que vous prenez des appels en anglais? Est-ce que c'était simplement des réponses par mail, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant de souligner votre niveau de maîtrise. Au niveau des logiciels, alors ici, très bien, liste les logiciels, donc Excel, PowerPoint, Word. Alors, ça, c'est ce que je vois dans tous les CV. Finalement, bah, on a un listing, mais on n'a aucune preuve. C'est-à-dire, bon, le niveau Word, est-ce qu'on s'est fait un peu du postage? Qu'est-ce qu'on s'est fait? Est-ce qu'on s'est fait de la belle mise en forme? Est-ce qu'on a fait de la communication interne, de la communication externe? On ne sait pas. PowerPoint, pareil. Est-ce qu'on a déjà mis en œuvre des présentations PowerPoint ou non, comme pour Word? Donc voilà, c'est bien de le préciser pour savoir le niveau de maîtrise, hein, parce que finalement, bah, là, ça veut tout et rien dire. Idem pour Excel. Alors, lorsqu'on vise un poste pour lequel le niveau de maîtrise sur Excel a de l'importance, moi, je recommande très fortement de glisser dans les réalisations professionnelles ici ou dans les expériences professionnelles, mais notamment plutôt dans la réalisation professionnelle, un petit tiret avec eh bien, une réalisation professionnelle que vous avez pu faire en lien avec Excel, donc pareil, la plus probante et celle qui vous a demandé le plus de connaissances et de maîtrise du logiciel, vous allez la lister pour montrer exactement ce que vous avez pu réaliser au travers d'Excel. Comme ça, comme tout à l'heure, ça va suggérer, ça va illustrer votre niveau de maîtrise sur Excel. Par exemple, bah ici, si en réalisation professionnelle, vous mettez, ici on est dans le secteur du commercial, et eh bien peut-être que dans sa dernière expérience professionnelle, elle a peut-être fait du reporting sur la fidélisation des clients avec des tableaux croisés dynamiques, peut-être avec éventuellement un tableau de bord, peut-être qu'elle a même fait des petites macros. Voilà, donc là, il faut vraiment essayer d'illustrer un maximum vos compétences dans réalisation professionnelle qui vont un petit peu suggérer votre niveau de maîtrise dans un des logiciels. Alors ne mettez pas tous, hein. Ici par exemple, si vous savez faire depuis du postage, si vous savez faire des présentations sur Word, mettez 2 points et ce que vous savez faire. Pareil sur PowerPoint. Ou alors si vraiment vous êtes un as de PowerPoint, vous avez fait de super présentations, glissez-le dans réalisation professionnelle. Et pareil sur Excel, hein. Si vous avez un niveau de maîtrise correct, mettez à la limite ce que vous savez faire sur les grandes lignes, ici 2 points et vous mettez ce que vous savez faire dans les grandes lignes. Ou alors si votre maîtrise est vraiment très bonne, vous avez eu l'occasion de réaliser avec Excel des missions un petit peu plus complexes et un petit peu plus complètes, n'hésitez pas à les préciser ici dans un onglet réalisation professionnelle. Enfin, au niveau des intérêts, donc voilà, photos, sport, travaux manuels, musique. Alors ça, c'est un petit peu pareil, hein. Pour moi, ça fait plus partie d'une lettre de motivation que d'un CV, mais bon, éventuellement, vous pouvez le rajouter. Ça peut souligner votre personnalité au travers de vos centres d'intérêt. Ici, voilà, photo, ça veut dire que vous êtes un petit peu créatif, voilà, vous aimez un petit peu prendre le temps de faire les choses. Sport, le mieux c'est de préciser quel sport vous allez effectuer, le mieux c'est de faire des sports collectifs, ça les recruteurs ils aiment bien parce qu'ils savent qu'au moins vous avez l'habitude de travailler en équipe, vous n'êtes pas un loup solitaire, donc ça peut être intéressant. À la limite, je regarde des photos, sport en précisant quel sport, si c'est un sport individuel, sport collectif. Et ici, travaux manuels, j'aurais ajouté carrément le type d'art maîtrisé, hein. Voilà, s'il s'agit de la peinture, etc. Et j'aurais enlevé musique. Donc voilà pour l'analyse de ce CV. Donc globalement, j'ai retracé vraiment les plus grandes erreurs et les plus grands axes d'amélioration à mettre en place. Donc les conseils que j'ai appliqués sur ce CV sont applicables sur n'importe quel CV. Donc c'est vraiment indispensable à mon sens de bien comprendre comment on doit écrire son CV pour vraiment un petit peu le perfectionner, hein. Ici, on a un CV, voilà, quelqu'un va le lire, va dire oui, bah, c'est très bien, ton CV il est super, alors qu'au final, on voit qu'il y a énormément de points d'amélioration à mettre en place. Et croyez-moi qu'entre ce CV-là et le CV qu'elle a pu modifier, donc après me l'avoir envoyé, et après que je lui fasse un coaching en lui renvoyant un petit peu tous les points d'amélioration, eh bien les deux CV n'ont rien à voir et les résultats qu'elle obtient avec, entre l'envoi de son ancien CV, donc qui est celui-ci, et l'envoi de son nouveau CV qu'elle a modifié, qu'elle a retravaillé, eh bien les résultats sont totalement différents. Donc voilà pour cette analyse de CV.
Donc, je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera au mieux à écrire votre CV. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.